Aujourd'hui, je vais faire une petite aparté pour vous parler de mes thématiques de recherche et de ce que je fais en laboratoire depuis aujourd'hui un peu plus d'un an. Dans les grandes lignes, mon travail consiste à utiliser du deep learning pour faire de la détection et de la caractérisation de galaxies qui se trouvent dans des images en ondes radio. Pour faire simple, mon travail consiste à regarder des images radio du ciel, pointer les sources de signal dans ces images-là, les caractériser par leur taille et leur flux, et éventuellement trouver leur origine. Alors, je me doute bien que ça paraît encore flou, alors laissez-moi vous expliquer les choses dans l'ordre. Je vais commencer déjà par les images que j'utilise. J'utilise des images en ondes radio. Les images qu'on connaît bien des objets astrophysiques sont souvent des images prises dans le domaine optique du spectre électromagnétique. Avec maintenant les images de James Webb, on a aussi l'habitude de voir des images du domaine infrarouge, et même parfois on a la combinaison d'optique et d'infrarouge, ou même aussi parfois d'ultraviolet. Le domaine optique est la partie du spectre électromagnétique qu'on peut plus ou moins percevoir de nos yeux. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le domaine électromagnétique est en fait plus large. Il y a des longueurs d'onde qui sont plus petites, quand on va par exemple dans les UV, ou même si on va encore plus loin dans les rayons X et les rayons gamma, et il y a aussi des longueurs d'onde qui sont plus grandes. Lorsqu'on monte, on va d'abord voir les infrarouges, et plus loin les ondes radio. Vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt de regarder à différentes longueurs d'onde. Eh bien pour la bonne et simple raison qu'on n'observe pas forcément les mêmes choses. Plus précisément, on ne va pas observer ni les mêmes objets, ni les mêmes phénomènes. Si on prend l'exemple de la Voie lactée dans différentes longueurs d'onde, on voit qu'en fait on ne voit pas forcément la même chose en fonction de ce qu'on regarde. D'ailleurs, si on regarde les longueurs d'onde optiques, celles qu'on peut voir lorsqu'on a un beau ciel, on voit qu'on est surtout sensible à la lumière directe émise par les étoiles, et aussi par l'absorption de la poussière qui se trouve dans la Voie lactée. A contrario, en ondes radio, nous ne sommes pas sensibles à la lumière émise directement par les étoiles. On va être principalement sensible à un type de lumière qui s'appelle l'effet synchrotron. L'effet synchrotron se manifeste quand des particules qui se déplacent très vite, proches de la vitesse de la lumière, vont être déviées par un champ magnétique. Cet effet-là va se manifester là où il y a des champs magnétiques très intenses, éventuellement autour d'étoiles avec des gros champs magnétiques, ou alors autour des trous noirs supermassifs dans les disques d'accrétion. Concrètement, on va surtout pouvoir observer d'autres galaxies sans trop être gêné par l'environnement de la Voie lactée. J'en viens maintenant à la technique de deep learning. Par là, j'entends une technique d'intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter des sources. Si on fait un peu d'histoire dans la détection de sources en astrophysique, au tout début, les premières sources étaient repérées manuellement par les astronomes. Au début, comme les quantités de données étaient relativement faibles, c'était plutôt facile de les pointer à la main. Mais avec le développement des instruments et surtout l'augmentation de la quantité de données qu'on est capable de générer, on a commencé à créer des méthodes automatiques, algorithmiques, qui nous permettaient de faire ce genre de détection. Je vais appeler ces méthodes-là les méthodes classiques. L'avantage de ces méthodes-là, c'est qu'elles sont plutôt faciles à interpréter, car elles sont dirigées directement par notre intuition physique. La contrepartie de ces méthodes-là, c'est qu'elles ont du mal à s'échelonner à de très grandes quantités de données, ou alors des données à haute dimension, par exemple quand on regarde des cubes d'images au lieu des images planes. Cependant, la radioastronomie est en véritable essor avec le développement de nouveaux instruments qui génèrent toujours plus de données, et surtout le développement et la création du Square Kilometre Array, qui est un interféromètre géant duquel on attend 700 pétaoctets de données archivées par année. Les nouvelles données qu'on attend sont des données très lourdes et à haute dimension, et du coup les méthodes classiques auront un peu du mal à gérer ce type de données. De notre côté, notre approche consiste plutôt à se tourner vers des méthodes statistiques, exactement des méthodes supervisées avec le machine learning. L'avantage des méthodes statistiques, c'est qu'elles sont dirigées directement par les données elles-mêmes, par les statistiques qu'on est capable de produire. Et avec ça, on est capable de trouver des sources avec des patterns un peu complexes, et même trouver des sources à des signaux très bas. Le problème étant que ces méthodes statistiques supervisées ont besoin d'un entraînement pour pouvoir être efficaces. L'entraînement consiste simplement à montrer à notre détecteur les sources qu'il doit retrouver dans nos images. Mais du coup, la question qui vient tout de suite, c'est comment on construit ce jeu d'entraînement. La première option, c'est d'utiliser des données simulées. L'avantage des données simulées, c'est qu'on peut générer autant d'exemples que l'on veut, et surtout des exemples de différents contextes et éventuellement différentes complexités. Le problème étant que les objets générés ainsi que les propriétés de l'instrument qui sont simulés vont être biaisés par notre simulation. D'un autre côté, on pourrait utiliser des données observées comme jeu d'entraînement. L'avantage d'utiliser les données observées, c'est qu'on va retrouver tous les comportements attendus de l'instrument ainsi que des objets qu'on va retrouver. Et là, le problème vient de la labellisation, comment on trouve les cibles en amont et comment on les caractérise. Une solution possible, ce serait de faire appel à un instrument qui va regarder une zone de ciel très précise et définir tous les objets qui s'y trouvent pour pouvoir les caractériser et les labelliser. Une autre solution serait par exemple de se concentrer sur une zone restreinte et de faire de la détection classique dessus.
Le problème étant, c'est que notre labellisation doit être le plus précise possible, et si on perd énormément de temps à faire cette labellisation-là, autant faire que de la détection classique sur l'ensemble du relevé. Il faut garder à l'esprit que notre méthode doit avoir une plus-value, que ce soit en qualité de détection, dans les contextes de détection, mais aussi dans le temps de détection. L'option qu'on a donc choisie, c'est de d'abord commencer par des données simulées. On a donc entraîné notre détecteur sur des données qui simulent les données attendues du square kilometer array. Pour évaluer notre détection, on a testé notre détecteur sur deux des précurseurs du square kilometer array, l'instrument LOFAR et l'instrument ASCAP. Et à vrai dire, ce détecteur marche plutôt bien, à quelques exceptions. La première exception, c'est qu'on retrouve pas mal d'artefacts instrumentaux dans ces images-là et qui sont souvent détectés comme des sources alors qu'elles ne devraient pas. Et notre deuxième problème, c'est que notre caractérisation ne fonctionne pas très bien car elle n'est pas entraînée pour ce type de données. Avec un peu de filtrage, on peut retirer certaines fausses détections qui nous paraissent un peu évidentes, obtenant des résultats plutôt satisfaisants. Mais le problème, c'est que dans ces détections qu'on retire, on pourrait éventuellement retirer des vraies sources, et en plus de ça, on n'est pas encore au top niveau détection. Mais pour le coup, cet entraînement sur des données simulées fonctionne plutôt bien, même sur des instruments qui n'ont pas été simulés dans cet entraînement. Et donc l'objectif pour améliorer l'entraînement est de créer un jeu d'entraînement spécifique aux données qu'on observe. Pour résumer, notre détecteur va d'abord être entraîné sur des données simulées, puis ensuite on va greffer un jeu d'entraînement qui correspond à l'instrument qu'on est en train d'utiliser. Ainsi, on aurait un détecteur avec un entraînement fixe qu'on n'aurait pas besoin de changer, et un entraînement qui s'adapte directement à ce qu'il observe, le permettant d'éviter de détecter des sources qui n'en sont pas. Et pour ça, encore une fois, il faut être capable de générer ce jeu d'entraînement-là. La méthode qu'on a choisie dans ce cas-là est d'utiliser une partie des champs observés par les instruments et de construire un jeu d'entraînement avec une méthode classique. Pour le moment, on est capable de générer des labellisations à haute confiance de champs précis. Mais l'objectif, c'est d'arriver toujours plus haut dans la confiance et dans la complétude des champs qu'on observe. Concrètement, être sûr déjà que les sources qu'on regarde sont de vraies sources, et en plus de ça, trouver le plus de sources possibles, même les plus petites. L'objectif maintenant, c'est de créer justement les catalogues d'entraînement qui vont venir affiner l'entraînement, et de réentraîner le détecteur pour tester la détection. Alors bien sûr, je l'ai expliqué de façon assez simple, mais c'est un sujet sur lequel va se greffer énormément de problèmes de toutes parts, que ce soit du côté purement physique et instrumental, comme du côté purement technique et informatique. Ce qui en fait un sujet de recherche très actif. On espère dans les mois suivants avoir des premiers résultats concluants sur notre détecteur réentraîné pour pouvoir produire un article d'ici la fin de cette année. Et en parallèle, j'espère pouvoir continuer ce sujet en thèse dès octobre prochain. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'en ferai une joie d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine fois.